L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de l'économie autrement. Nous sommes le lundi 20 décembre 2021, au micro Guillaume Le Panéraire. L'économie autrement est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Cette dernière édition de l'année est consacrée aux collectivités locales et s'appuie sur la publication en juillet 2021 de l'Observatoire de la démocratie de proximité réalisé par le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Chaque année, depuis 2018, cet observatoire interroge un panel d'élus locaux et un échantillon représentatif de Français pour comprendre leurs attentes du rôle des maires et de la commune. Les derniers résultats apportent un éclairage pertinent dans un contexte de crise sanitaire, mais aussi démocratique, voire institutionnel. Pour approfondir cette thématique, nous écouterons tout d'abord l'édito de Pierre Breteau, associé KPMG en charge du secteur public local. Puis, nous recevrons dans le grand angle Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, qui nous commentera son étude, et Philippe Chalopin, maire de Baugé en Anjou et président de la communauté de communes Baugeois-Vallée, qui a été l'un des premiers élus à bouleverser l'organisation territoriale locale en créant une commune nouvelle. Mais commençons donc tout de suite avec l'édito de Pierre Breteau. L'édito. Sommes-nous un peuple atteint de schizophrénie ? Que chacun se rassure, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de psychologie ou de psychiatrie, mais de notre relation à l'organisation territoriale de notre pays, de notre rapport à nos communes, à nos intercommunalités, à nos départements, à notre région. Une organisation administrative souvent qualifiée de millefeuille territorial. Un millefeuille qui serait coupable de tous les maux. Source d'inefficacité, système administratif peu compréhensible, facteur de dépenses publiques. Et pourtant, dans le même temps, les Français plébiscitent le rôle des maires et plus largement des élus locaux, de leurs services, en particulier pendant la crise sanitaire. C'est ce que démontre Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, dans une grande enquête réalisée auprès des Français et des maires et qui sera notre invité dans cette émission. La commune, la plus ancienne des collectivités territoriales de notre pays, serait donc moderne, proche, réactive, véloce, concrète, là où le maire, accessible et personnalité politique préférée des Français, un plébiscite de toutes les générations, de toutes les catégories socio-professionnelles et dans tous les territoires de France. Small is beautiful, en quelque sorte. Le circuit court administratif plébiscité par les Français. La réalité est sans doute plus subtile. Nous sommes viscéralement attachés à la notion d'égalité. Électeurs, les Français attendent de l'égalité dans l'accès aux services publics, de l'égalité entre nos différents territoires. Contribuables, ils aspirent à plus d'efficacité. Et enfin, administrés, ils attendent de la proximité. Équation insoluble ? Pas nécessairement, mais équation complexe à n'en pas douter. De nombreuses réformes ont été réalisées ces 30 dernières années. Après les premières lois Defferre de décentralisation ont succédé la loi Chevènement, la loi NOTE, la loi MAPTAM et désormais la loi 4DS en discussion au Parlement en ce moment même. À n'en pas douter, la commune garde sa place, non seulement dans le cœur des Français, mais dans l'organisation administrative de notre pays. La crise actuelle le révèle, mais en réalité, c'est toute notre vie quotidienne qui est en permanence connectée avec la commune. Crèche, école maternelle ou primaire, voirie, salle de sport, salle de spectacle, tout cela passe par la commune. Plébiscitée, la commune est-elle pour autant immuable dans sa structure ? Sans doute doit-elle, elle aussi, se réinventer, se repenser. Les communes nouvelles qui se développent, en particulier dans le quart nord-ouest de la France, en sont les témoins. Créées à l'initiative d'élus locaux, guidées par la recherche du consensus, elles sont l'une des voies pour résoudre cette équation. Une proximité confortée, une taille critique qui concilie efficacité et pertinence, Philippe Chalopin en témoignera dans cette émission. Depuis 30 ans, nous accompagnons ces réflexions pour faire émerger de nouveaux modèles et tenter de résoudre cette équation qui, à notre avis, doit reposer sur 3 piliers. Lisibilité, efficacité, proximité. C'est toujours avec un grand plaisir que nos équipes accompagnent les territoires qui cherchent à se réinventer dans l'intérêt du bien commun. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po et directeur du CEVIPOF, et Philippe Chalopin, maire de Baugé en Anjou, président de la communauté de communes Baugeois-Vallée et président de l'AMF de Maine-et-Loire. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Depuis 2018, et en partenariat avec l'AMF,
L'Association des maires de France, le CEVIPOF, réalise l'Observatoire de la démocratie de proximité. Et dans ce cadre, interroge les maires et les citoyens pour mieux comprendre leurs attentes et leur représentation du rôle de la commune. Martial Foucault, à la lecture de la dernière enquête, les communes ont joué un rôle crucial et opérationnel pendant la crise. Cette vision est-elle partagée par les citoyens ? Oui, c'est une vision qui est partagée par les citoyens lorsque on parvient à comprendre si, au plan local, les citoyens ont pu observer que la gestion de la crise a été différente selon les moyens engagés par la commune et donc par les équipes municipales et le maire et les moyens engagés par l'État. Dans notre enquête, on a été très frappé d'observer un très grand écart entre l'appréciation positive par les citoyens du rôle des maires. À près de 60%, ils considèrent que les mesures qui ont été mises en place par les maires, parfois d'ailleurs sans que ce soit des injonctions de l'État, 60% des citoyens sont satisfaits de l'action du maire, alors qu'ils ne sont que 40% à juger satisfaisante l'action de l'État. Donc on voit bien que ce qui se passe au plan local pendant cette période a été, d'une certaine manière, a remis au premier plan le rôle des communes sur des compétences. On sait bien que les communes n'ont pas de compétences en matière de santé, mais au fond, les citoyens ont fortement apprécié l'engagement des maires, leur disponibilité, la capacité à prendre des initiatives qui n'étaient pas celles de directives données par les agences régionales de la santé ou par les préfets. Et donc, oui, pendant cette crise, et moi je retiens un élément important, pendant ces moments à la fois de forte incertitude, les citoyens ont besoin de rappeler que la demande de proximité au plan local peut s'incarner par une action publique locale qui est différente de ce qui est attendu par les citoyens de l'État. Quelle est la perception de la commune dans son articulation avec l'intercommunalité et plus largement avec les échelons supérieurs ? La perception, elle est distincte. Les Français sont très attachés à leur commune, beaucoup moins à leur intercommunalité. Ça, c'est le point essentiel. Il y a deux raisons qui expliquent cet écart. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, les communes sont installées depuis plus de 2 siècles dans le paysage politique français avec un mode d'élection des élus compris et connu de tous les Français, alors que pour l'intercommunalité, c'est plus nouveau et je dirais que les intercommunalités souffrent d'un manque de légitimité démocratique. Le citoyen, lorsqu'il se rend lors de l'élection municipale, lorsqu'il glisse son bulletin pour le conseiller communautaire, il n'a pas forcément la connaissance de l'organisation politique et de la représentation politique de l'intercommunalité. Donc aujourd'hui, cet écart doit être corrigé. Je crois qu'il faut réfléchir à une manière de rendre plus visible, peut-être même de distinguer l'élection intercommunale de l'élection communale. À votre avis, quelles seraient les évolutions à apporter au rôle des communes dans un avenir proche ? Il y a plusieurs évolutions. Il y a un débat qui doit être introduit en France parce qu'on a une singularité à l'échelle européenne, c'est le maillage territorial. Presque 35 000 communes. Donc la question peut se poser en termes de rationalisation du nombre de communes. Alors une première voie a été introduite depuis maintenant 4 ans avec le principe des intercommunalités, mais l'intercommunalité n'a pas fait disparaître la commune. Et alors, ça crée à la fois une forme de tension de la part des élus. Sur le territoire, beaucoup d'élus n'ont pas vraiment apprécié la manière dont l'intercommunalité s'est dessinée. Mais il y a aussi, du côté des citoyens, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le rôle de l'intercommunalité. Alors, il faut dire que la légitimité démocratique des élus intercommunaux, les conseillers communautaires, n'est pas idéale. Aujourd'hui, il y a une forme d'invisibilité démocratique des intercommunalités. Donc, je crois qu'il y a une première évolution d'améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités. Et ensuite, je pense qu'il y a un impensé sur l'intercommunalité. On présente souvent une opposition, une forme de concurrence entre les communes et les intercommunalités. Je pense qu'il faut rappeler que les intercommunalités sont au fond des établissements au service des communes. Ensuite, il vient le temps de la coopération, du travail entre communes et intercommunalités. Et là, on a encore, je pense, beaucoup de progrès à faire. Il y a une troisième voie qui est celle des communes nouvelles. Alors effectivement, ça c'est une évolution intéressante. Alors, elle n'est pas homogène sur tout le territoire. On le voit plutôt dans le grand quart nord-ouest où on a un grand nombre d'initiatives en termes de communes nouvelles. Je pense que le principe de la commune nouvelle est probablement moins polarisante sur le plan politique parce que ces communes nouvelles naissent d'un consensus entre élus, alors que quand on impose par le haut le principe des intercommunalités dont on a beaucoup dit qu'elles avaient été
parfois organisées à marche forcée par les préfets, eh bien, ça crée beaucoup de tensions et même une forme de ressentiment parce que certains élus ne se retrouvent pas dans des intercommunalités à 60, 70, 80 communes. Et ce qui d'ailleurs, dans nos enquêtes, nous a permis de vérifier que beaucoup de maires délaissent parfois les réunions d'intercommunalité parce qu'ils estiment que leur voix n'est pas prise en compte et que, au fond, les jeux sont alignés autour de maires, alors à la fois des maires importants en taille de communes, et qu'ils n'ont pas voix au chapitre. Donc là, je pense qu'il y a une évolution à engager, mais qui n'est pas simple, parce que le législateur doit tenir compte du fort attachement des Français à leur commune. Alors on pourrait garder symboliquement les communes et aller encore un peu plus loin sur un transfert de compétences, mais qui doit être combiné, j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est très important, peut-être à une évolution du mode de scrutin pour élire les conseillers communautaires. Vous parliez de la forte culture jacobine. Mais les élus et citoyens sont-ils prêts à une telle évolution ? Je crois que les citoyens ne sont pas prêts aujourd'hui. C'est-à-dire que cette culture jacobine produit d'une certaine manière ce que les Français détestent, cette impossibilité de pouvoir répondre à des demandes très localisées, territorialisées, mais ils ne sont pas prêts parce que aujourd'hui, d'une certaine manière, les communes n'ont pas totalement, j'allais dire, les libertés locales et l'autonomie financière qui leur permettraient de démontrer par l'épreuve que les maires, les équipes municipales peuvent répondre à leurs demandes. Donc, on a une situation assez simple. Il y a une forte demande de plus de proximité. Donc, on pourrait penser, et je crois à tort, que les citoyens français sont prêts à un acte ou des actes nouveaux de décentralisation. Mais une fois dit cela, dans nos enquêtes, on découvre qu'il y a des craintes très fortes exprimées par les Français autour d'un risque de territoire à 2 ou à 3 vitesses. Certains auraient des richesses qui permettraient effectivement aux communes d'avoir des ressources et qui, en contrepartie, fourniraient des services publics locaux de plus grande quantité et de meilleure qualité que d'autres territoires. Donc on voit bien, et je crois qu'en France, on voit bien que dans les débats parlementaires, très peu de choses sont évoquées sur les principes de péréquation, c'est-à-dire ce que l'on observe dans des pays à structure décentralisée. Donc on pourrait tout à fait imaginer un acte de décentralisation avec des principes de péréquation, mais ce n'est pas débattu aujourd'hui. Le seul débat porte sur le principe de différenciation avec le projet de loi porté par la ministre Jacqueline Gourault, projet de loi 4D, et qui évoque le principe de différenciation. Moi, je dois dire que ce que j'observe en interrogeant beaucoup de maires, il y a beaucoup d'inconnus derrière ce projet de loi et la différenciation, elle n'est pas synonyme de décentralisation. On va expérimenter dans certains territoires, mais cette différenciation, elle ne devient décentralisation, à mon sens, que lorsque le principe est généralisé. Et pour être généralisé, il y a 2 conditions. La première, c'est véritablement une autonomie financière des communes. Et c'est un point important parce qu'on traverse une période, une sorte de vulnérabilité démocratique dans notre pays. Et je rappelle un point essentiel, c'est que la citoyenneté, dont on dit qu'elle est malmenée ou abîmée aujourd'hui, un des principes de la citoyenneté, c'est précisément le consentement à l'impôt. Et donc, il faut voir derrière l'autonomie financière des communes une manière de réinstaller au plan local ce fort consentement à l'impôt et qui n'a pas disparu en France. Il est réel, donc il faut s'appuyer sur ce fort consentement à l'impôt pour permettre une citoyenneté totale et entière au plan local. Et puis la deuxième condition, il y a certainement aujourd'hui le besoin de revoir cet enchevêtrement institutionnel et ne pas laisser penser que et les communes et les intercommunalités seraient en fait en concurrence. Donc là, il y a vraiment un travail d'organisation institutionnelle à penser, à façonner dans les prochaines années. Philippe Chalopin, je me tourne à présent vers vous en qualité d'élu local. En écho aux propos de Martial Foucault sur les communes nouvelles, vous avez été justement à l'origine de l'une des premières communes nouvelles de France. Quelles étaient votre intuition et votre ambition ? Effectivement, nous avons créé sans doute la première ou la deuxième commune nouvelle de France en regroupant dans un premier temps 5 communes historiques pour n'en faire qu'une seule. Donc, on a atteint environ 6 000 habitants dans un premier temps. Notre objectif, c'était en fait de mutualiser au maximum nos services de manière à pouvoir répondre aux attentes des habitants. On était persuadés, les élus de l'époque, et certains sont encore avec moi, qu'on ne pourrait pas continuer à rester chacun derrière son clocher et qu'il fallait qu'on aille plus loin que l'intercommunalité. L'intercommunalité permettait effectivement de mutualiser des services, mais en fait, on était allé à 30-40% de mutualisation et on était persuadé que ce n'était pas suffisant.
Donc, la commune nouvelle nous a permis, en nous regroupant, de mutualiser à 100% l'ensemble du personnel, l'ensemble de nos budgets, l'ensemble de nos services, et donc d'apporter et de répondre surtout aux attentes des habitants. Donc, on était persuadé qu'en se regroupant, on deviendrait plus fort, plus efficient. C'était le sens de cette démarche, qui effectivement était un petit peu innovante en 2012. Mais je rappellerai que en 2012, lorsqu'on a consulté les conseillers municipaux, eh bien, le regroupement de notre commune a recueilli un peu plus de 90% des suffrages de l'ensemble des conseillers municipaux concernés. Donc, voilà, on était dans cette démarche de dire, aujourd'hui, une page va se tourner, le monde des collectivités évolue, on a les communautés urbaines, les communautés rurales, il faut que notre commune rurale persiste et continue à exister. Et pour cela, notre slogan, c'était « Pour continuer à exister, il faut se regrouper ». Comment cette commune nouvelle a-t-elle été acceptée par les autres élus et par les habitants? C'est une démarche d'élus, bien évidemment. On a fait notre commune nouvelle en 2 temps, en fait. Une première commune nouvelle en 2012. On a regroupé 5 communes qui étaient situées sur un même bassin de vie, donc très proches, à quelques kilomètres. Et puis en 2014, après les élections, lorsque les élus de la communauté de communes ont pu constater ce qui avait été fait, le travail qui avait été fait au quotidien, c'est une démarche de ces élus-là. Ils sont venus vers nous pour dire, voilà, vous vous êtes regroupés, on voit qu'il y a pas mal de choses, les habitants ont l'air d'être contents, eh bien nous, on veut aussi venir avec vous. Et donc, on a décidé d'étendre la commune nouvelle et on est passé donc de 6 communes à 15. Et on a même, par cette occasion, supprimé l'intercommunalité pendant 1 an. On est resté une commune toute simple qui gérait toutes les compétences. Et les habitants, en fait, je vais vous donner un résultat des élections municipales en 2014. Donc, 2 ans après la création de la commune nouvelle, notre liste a obtenu 75% des suffrages, ce qui est dans le Baugeois assez rare, en fait, puisque la liste majoritaire était toujours élue avec 50, 52 ou 55%. Donc là, 75%, c'était un beau signal. Et puis, les habitants se sont parfaitement, je dirais, appropriés la nouvelle dimension. Quelques années après, quel bilan en faites-vous? Notre commune nouvelle, nous, le bilan est assez simple. C'est, par exemple, une maison de santé, un investissement d'un peu plus de 5 millions d'euros. C'est 55 professionnels. C'est une démarche à ce niveau-là assez exceptionnelle. On parle toujours de désertification médicale dans les territoires ruraux. Nous, on n'est pas concernés. On a 55 professionnels qui sont dans la maison construite par la commune nouvelle et gérée par la commune nouvelle. C'est aussi un centre culturel qu'on n'aurait pas pu faire de cette manière-là. C'est également aussi des sécurisations de bourgs. C'est un investissement d'environ 2 millions d'euros par an sur l'ensemble des communes. C'est des nouvelles salles polyvalentes pour permettre aux habitants de se rencontrer, de se retrouver. C'est beaucoup d'équipements supplémentaires qui ont été rendus possibles par la mutualisation des services, par aussi des recettes nouvelles qui sont arrivées du fait de la montée en puissance de la commune. On est passé d'une commune isolée à 3 800 habitants et aujourd'hui, Beaugency-en-Anjou, c'est 12 000 habitants. Donc, bien évidemment, on est passé sur une strate supérieure, donc on accède à des financements. On a aussi des services beaucoup plus compétents, beaucoup plus omniprésents sur l'ensemble du territoire. On a un CCAS qui aujourd'hui déploie des actions très proches des habitants. On a un service Pôle enfant-jeunesse qui apporte aussi auprès de nos 10 écoles publiques un nouveau service, un nouvel accompagnement. Donc, oui, aujourd'hui, le bilan, je dirais, social est extrêmement positif et le bilan en termes d'investissement est aussi très positif. En conclusion, Philippe Chalopin, votre démarche de regroupement de collectivités au niveau de la commune en complément de l'intercommunalité est-elle une évolution souhaitable? Après, c'est un choix des élus. Moi, personnellement, et ceux qui m'accompagnent le disent régulièrement, sans ce regroupement, notre territoire aurait été relégué, je dirais, aux dernières marches du département. Aujourd'hui, ce regroupement nous permet Beaugency-en-Anjou, c'est devenu, je dirais, le 5e secteur attractif du département de Maine-et-Loire. Sans cela, on n'aurait pas pu gagner en attractivité. Donc, après, c'est une question des élus. Moi, j'ai l'habitude de dire, le jour où vous ne pouvez plus répondre aux demandes de vos habitants, que vous n'êtes plus en mesure d'apporter le service, posez-vous les bonnes questions. L'État a sa part de responsabilité, mais aussi nous, élus locaux, on se doit d'être à l'échelon le plus efficient. Et une commune de 400 habitants, elle ne peut pas apporter des services à ses habitants, ce n'est pas possible.
Et moi, je suis persuadé que la commune nouvelle, qui reste une commune, donc une collectivité de proximité, peut apporter beaucoup plus de services que ne peut apporter une intercommunalité. On a parlé des intercos, des agglomérations, effectivement XXL, avec des 60, 70 000, 80 000, 100 000 habitants. On peut pas faire de la proximité avec des agglomérations qui font plus de 100 000 habitants, ce n'est pas possible. Or, une commune à raison de 6 000 ou de 10 000 ou de 15 000 habitants peut encore travailler sur la proximité. Et c'est ça que les habitants recherchent, c'est de pouvoir encore identifier leurs élus, encore pouvoir les rencontrer. Et la commune, elle est identifiée comme la première porte d'entrée du service public. Et donc, il faut qu'on travaille les élus, qu'on se remette en cause, qu'on laisse de côté peut-être nos égos, nos esprits de clocher pour dire pensons aux habitants et déterminons ensemble la taille qui sera la plus efficace pour répondre aux attentes. Et je pense, moi, que la commune nouvelle, aujourd'hui, il y en a 800 en France, j'espère qu'on en aura davantage dans les mois et années qui arrivent, et la bonne taille pour répondre aux préoccupations de proximité des habitants de nos territoires, notamment nos territoires ruraux, mais la problématique, elle existe aussi dans les territoires un peu plus urbains. Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange passionnant. J'invite les auditeurs qui souhaiteraient approfondir ces différents sujets à consulter les enquêtes et études de Cevipof sur son site internet ou dans notre application Radio KPMG. Ainsi se termine cette émission que j'ai eu beaucoup de plaisir à animer. Je vous donne rendez-vous le 25 janvier prochain pour une nouvelle édition de l'Économie autrement. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Kenavo. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.